Ce soir-là, autour de la table familiale, j'ai compris qu'une seule phrase pouvait défaire 20 années de sacrifice. Je m'appelle Manon Delacroix. J'ai 77 ans. Et voici l'histoire que j'ai portée seule bien trop longtemps. Cela s'est passé un dimanche de novembre. Un de ces dimanches où le ciel de Paris pèse lourd, où la pluie menace sans jamais tomber. J'avais préparé un gigot d'agneau, celui que mon fils adorait depuis l'enfance. La table était mise avec soin. Nappe en lin blanc, couvert en argent hérité de ma mère, bougies discrètes. Tout devait être parfait. Mon fils Julien était là, avec sa femme Mathilde, ma belle-fille, celle que j'avais accueillie dans cette famille comme ma propre fille. Je l'avais conseillée lors de son mariage, je l'avais soutenue à la naissance de ses enfants. J'avais été présente, toujours. Mon ex-mari, Philippe, était venu aussi, avec elle, Céline, sa nouvelle épouse. Une femme de 40 ans, élégante, souriante, trop souriante. Je les avais invités parce que je croyais encore qu'une famille pouvait rester unie malgré les divorces, malgré les blessures. Je croyais que la dignité et la générosité finiraient par l'emporter. J'avais tort. Le repas se déroulait normalement. Les enfants parlèrent de leur travail, de leurs projets. Philippe racontait une anecdote quelconque. Céline riait un peu trop fort. Et moi, je servais, je souriais, je maintenais l'équilibre, comme toujours. Puis, au moment du dessert, une tarte tatin que j'avais faite moi-même, Mathilde s'est tournée vers Céline. Elle a posé sa main sur la sienne. Et elle a dit, d'une voix claire, presque tendre, « Vous savez, Céline, pour moi c'est vous, ma vraie belle-mère. » Le silence s'est abattu sur la table comme une chape de plomb. J'ai senti mon cœur se figer. Mes mains se sont crispées sur le bord de mon assiette. J'ai regardé mon fils. Il baissait les yeux. Philippe, lui, souriait légèrement, gêné mais flatté. Céline a répondu quelque chose. Je ne me souviens plus quoi. Ma tête bourdonnait. Mathilde a continué. Manon est quelqu'un de bien sûr. Mais avec vous, Céline, c'est différent. Vous êtes moderne. Vous nous comprenez. J'aurais pu répondre. J'aurais pu me lever. J'aurais pu dire « moderne ». J'étais là quand tu pleurais pour ton premier accouchement. J'étais là quand ton mariage traversait sa première crise. Et maintenant, tu me remplaces comme on change de décor? Mais je n'ai rien dit. J'ai souri, poliment, comme on m'avait appris à le faire toute ma vie. J'ai servi le café. J'ai débarrassé. J'ai embrassé tout le monde sur le pas de la porte. Et quand la porte s'est refermée, je me suis assise dans l'entrée, le dos contre le mur, et j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était Mathilde. « Manon, j'ai besoin de te parler. » Sa voix était douce, trop douce. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'aurais besoin des clés de ton appartement à Paris, celui du Marais. Philippe et Céline viennent nous rendre visite le mois prochain, et on aimerait leur faire découvrir le quartier. Ce serait plus pratique s'ils pouvaient loger chez toi. Juste quelques jours. Tu comprends, n'est-ce pas? » J'ai fermé les yeux. Dans ma main, je tenais un trousseau de clés. Celle de cet appartement que j'avais acheté seul, après le divorce. Mon refuge, mon espace, le seul endroit où j'avais reconstruit quelque chose qui m'appartenait. Et elle voulait y loger eux. J'ai respiré lentement. Puis j'ai dit, d'une voix calme que je ne me connaissais pas, « Les clés que tu veux, Mathilde, ce sont les mêmes que j'ai utilisées pour fermer le cycle avec vous tous. » Il y a eu un silence, puis elle a éclaté en sanglots. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Il fut un temps où j'étais celle qu'on appelait en premier, avant ce dîner, avant cette phrase, avant que tout ne bascule. Je repense souvent à l'appartement de la rue de Turenne, dans le Marais. Je l'avais acheté 3 ans après mon divorce avec Philippe. C'était en 2012. J'avais 65 ans. Et pour la première fois de ma vie, j'achetais quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Un 2 pièces au 4e étage, sans ascenseur, les poutres apparentes, les tomates d'origine, une petite cuisine avec vue sur les toits de Paris. Rien de luxueux. Mais c'était mon refuge. J'y allais le week-end. Je lisais près de la fenêtre. Je buvais mon thé dans une tasse en porcelaine blanche que j'avais trouvée aux Puces de Saint-Ouen. Je regardais les pigeons se poser sur le zinc. J'écoutais le silence. Cet appartement, c'était ma respiration. Et pendant des années, j'avais partagé ce lieu avec ceux que j'aimais. Mathilde y était venue souvent. Avec Julien, bien sûr, mais aussi seule.
quand elle avait besoin de s'échapper de sa vie trop remplie, quand elle voulait me parler, boire un verre de vin blanc, me confier ses doutes. Je me souviens d'un après-midi de printemps. Elle était assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, et elle m'avait dit « Manon, vous êtes la seule personne avec qui je me sens vraiment moi-même. Avec vous, je n'ai pas besoin de jouer un rôle. » J'avais souri. J'avais posé ma main sur la sienne. « Tu fais partie de cette famille, Mathilde. Tu es ma famille. » Elle avait les larmes aux yeux. Ce jour-là, je lui avais donné un double des clés. « Comme ça, tu pourras venir quand tu veux, même si je ne suis pas là. Cet endroit est aussi à toi. » Elle les avait serrés dans sa main comme un trésor. « Merci, Manon. Merci pour tout. » Avant Philippe, avant le divorce, il y avait eu 32 ans de mariage. 32 ans passés dans notre grande maison de Neuilly. Une maison bourgeoise, avec un jardin, des meubles en acajou, des tableaux au mur. Une maison où j'avais élevé Julien, où j'avais organisé des dîners pour les collègues de Philippe, où j'avais tenu mon rôle d'épouse parfaite. J'étais celle qui recevait, celle qui écoutait, celle qui arrangeait tout. Quand Julien a épousé Mathilde, j'ai organisé leur mariage. J'ai choisi les fleurs, supervisé le traiteur, accueilli les invités. Philippe était là, bien sûr, mais c'était moi qui portais tout, comme toujours. Et quand leurs enfants sont nés, mes petits-enfants, Chloé et Antoine, j'étais présente à chaque étape. Les nuits blanches, les premiers pas, les premières journées d'école. J'étais la grand-mère qu'on appelait en cas de fièvre, de chagrin, de besoin. J'étais le pilier. Personne ne remettait cela en question. C'était l'ordre naturel des choses. Le divorce avait été difficile, bien sûr. Philippe était parti avec une collègue, puis avec une autre, puis avec Céline, finalement. Une femme plus jeune, brillante, moderne, tout ce que je n'étais plus, selon lui. Mais j'avais accepté. J'avais signé les papiers. J'avais divisé les biens. J'avais tourné la page. Et surtout, j'avais continué à être présente pour Julien et Mathilde. Je ne voulais pas que mon divorce devienne leur fardeau. Je ne voulais pas que mes blessures les obligent à choisir un camp. Alors, je souriais. J'invitais tout le monde, même Philippe, même Céline. Je croyais que c'était de la sagesse. Aujourd'hui, je sais que c'était de la négation. Mais à cette époque, dans cet appartement du Marais, dans cette vie reconstruite morceau par morceau, j'étais heureuse. Je croyais que j'avais réussi à préserver ce qui comptait, ma famille. Je croyais que l'amour et la dignité suffisaient. Je me trompais. Les fissures ne font jamais de bruit. Elles apparaissent lentement, presque imperceptiblement. Un regard détourné, un silence trop long, une phrase qui reste en suspens. La première fissure, je l'ai vue 6 mois avant ce dîner. C'était l'anniversaire de Chloé, ma petite fille. Elle avait 12 ans. Mathilde avait organisé une fête dans leur maison de Versailles. Un goûter d'anniversaire avec ses amis, puis un dîner en famille le soir. J'étais arrivée en avance, comme toujours. J'avais apporté le gâteau, un fraisier, le préféré de Chloé, et un cadeau que j'avais choisi avec soin. Une édition illustrée du Petit Prince avec une dédicace manuscrite. Mathilde m'avait accueillie sur le pas de la porte. « Ah, Manon, entre, pose ça dans la cuisine. » Pas de bise, pas de sourire. Juste cette politesse froide, distante. J'avais ignoré ce détail. Peut-être était-elle stressée. Peut-être avait-elle 1000 choses à gérer. Mais ensuite, quand Philippe et Céline sont arrivés, tout a changé. Mathilde s'est précipitée vers eux. Elle a embrassé Céline chaleureusement, comme une amie de longue date. « Céline, que je suis contente de te voir. Entre, entre !» Elle l'a prise par le bras. Elle l'a guidée vers le salon. Elle lui a servi un verre de champagne. Moi, j'étais dans la cuisine, en train de disposer les bougies sur le gâteau. Personne n'était venu me voir. Plus tard, pendant le dîner, Chloé a ouvert ses cadeaux. Elle a déballé le mien en dernier. Elle a regardé le livre, a souri poliment. « Merci, mamie. » Puis, elle a ouvert celui de Céline. Un iPad, le dernier modèle. Chloé a poussé un cri de joie. Elle a sauté au cou de Céline. « Oh, merci, merci, merci. C'est exactement ce que je voulais. » Mathilde a applaudi. Julien a ri. « Céline, tu la gâtes trop. » Céline a haussé les épaules, rayonnante. « C'est normal. Chloé est comme ma propre petite fille. » J'ai serré ma serviette sur mes genoux. « Comme ta propre petite fille. » Mais Chloé était ma vraie petite fille, pas la sienne. Personne n'a relevé, personne n'a corrigé. J'ai souri. J'ai félicité Céline pour son cadeau généreux. Et j'ai continué à manger en silence. Le soir même, en rentrant chez moi, j'ai repensé à ce moment. À ce regard que Mathilde avait posé sur Céline.
un regard admiratif, complice, à cette distance qu'elle avait mise entre nous. Je me suis dit que j'exagérais, que j'étais fatiguée, que je voyais des choses qui n'existaient pas, mais au fond de moi, quelque chose avait craqué. Les semaines suivantes, les petits signes se sont multipliés. Mathilde ne m'appelait plus aussi souvent. Quand je proposais de garder les enfants, elle trouvait toujours une excuse. « C'est gentil, Manon, mais Céline a déjà proposé, et les enfants adorent passer du temps avec elle. » Quand j'invitais tout le monde à déjeuner, Julien me répondait « On verra, maman. On a beaucoup de choses en ce moment. » Mais je les voyais sur les réseaux sociaux, les photos de famille, les sorties au restaurant, les week-ends à la campagne, avec Philippe, avec Céline, sans moi. Un après-midi, j'ai croisé une amie de Mathilde au marché de Neuilly. Elle m'a regardée avec une gêne évidente. « Manon, je ne savais pas que vous ne seriez pas là samedi dernier. »« Samedi ? » ?»« Oui, pour le baptême de la petite Margot, la nièce de Mathilde. Toute la famille était là. J'ai trouvé ça étrange que vous... » Enfin, elle s'est interrompue. Elle a bafouillé une excuse et est partie rapidement. Je suis restée immobile au milieu du marché. Il y avait eu un baptême, un événement de famille, et personne ne m'avait prévenu. Ce soir-là, j'ai composé le numéro de Mathilde, plusieurs fois. Elle n'a pas décroché. J'ai envoyé un message. « Mathilde, est-ce que tout va bien entre nous ? J'ai l'impression que quelque chose a changé. Si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, dis-le-moi. » Elle a répondu 3 heures plus tard. « Tout va bien, Manon. Ne t'inquiète pas. On est juste très occupés en ce moment. Bise, bise. Pas « je t'embrasse », pas « à bientôt ». Bise. J'ai posé mon téléphone. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. Et j'ai compris, sans vouloir me l'avouer encore, que j'étais en train de perdre ma place. J'ai essayé de ne pas voir. C'est ce que font les femmes de ma génération, n'est-ce pas? On minimise, on excuse, on se dit que c'est nous qui sommes trop sensibles, trop exigeantes, trop vieilles pour comprendre le monde moderne. Alors, j'ai continué. J'ai continué à appeler Mathilde, même quand elle ne répondait pas. J'ai continué à proposer mon aide, même quand on me disait non. J'ai continué à sourire, même quand on m'ignorait. Je me suis tue. Un dimanche de septembre, j'ai invité toute la famille pour le déjeuner. J'avais préparé un pot-au-feu, cette recette que Julien adorait enfant, celle que je faisais chaque hiver quand il rentrait de l'école avec les joues rouges. J'avais mis la table avec soin, les assiettes en porcelaine de Limoges, les verres en cristal, des fleurs fraîches dans un vase. Julien est arrivé seul. Mathilde ne vient pas? Il a évité mon regard. Elle ne se sentait pas très bien. Elle préfère rester à la maison. Et les enfants? Ils sont avec Philippe et Céline. Ils les ont emmenés au jardin d'acclimatation. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Je vois. Nous avons déjeuné tous les deux. Julien parlait peu. Il répondait par monosyllabes. Il regardait son téléphone entre chaque plat. À un moment, je lui ai demandé « Julien, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Il a levé les yeux, surpris. « Quoi ? Non, maman. Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai l'impression que vous prenez tous vos distances, que je ne fais plus partie de votre vie. » Il a soupiré, doucement, comme on soupire devant un enfant qui pose une question embarrassante. « Maman, tu dramatises. On est juste très occupés. Mathilde travaille beaucoup. Les enfants ont leurs activités. Philippe et Céline sont très présents, c'est vrai, mais ça ne change rien à notre relation avec toi. Alors pourquoi je ne suis plus invitée aux événements familiaux ?» Il a froncé les sourcils. « De quoi tu parles ?»« Le baptême de Margot. Personne ne m'a prévenu. » Il a détourné le regard. C'était compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de place. Et puis, tu sais, Mathilde est plus proche de la famille de Céline maintenant. C'était plus simple comme ça. Plus proche de la famille de Céline. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une gifle. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. Je comprends. Mais je ne comprenais rien. Le soir même, j'ai appelé une amie, Françoise. Une femme de mon âge, divorcée elle aussi, qui avait vécu des choses similaires avec sa propre famille. Je lui ai tout raconté. Elle m'a écouté en silence. Puis elle a dit, d'une voix douce mais ferme, « Manon, tu te fais effacer. » « Quoi ? Tu te laisses effacer. Il te remplace par cette femme. Et toi, tu continues à sourire, à t'excuser, à demander ta place. Pourquoi ? » J'ai eu un rire nerveux. « Parce que ce sont mes enfants, Françoise. Ma famille. Je ne peux pas simplement partir. Non,
Mais tu peux arrêter de mendier leur affection. » Ces mots m'ont blessé. Je ne mendie rien. Alors pourquoi tu continues à inviter des gens qui ne viennent plus? Pourquoi tu proposes ton aide à ceux qui la refusent? Pourquoi tu acceptes d'être traitée comme une étrangère dans ta propre famille? Je n'ai pas su quoi répondre. Parce qu'au fond, elle avait raison. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les semaines ont passé. J'ai continué à me taire, à accepter les miettes. Quand Mathilde m'envoyait un message rapide, je répondais avec enthousiasme. Quand Julien m'appelait une fois par mois, je ne lui faisais aucun reproche. Quand les enfants oubliaient mon anniversaire, je me disais qu'ils étaient jeunes, qu'ils avaient d'autres préoccupations. Je me suis habituée à être invisible, à être l'option de secours, à être remplacée. Et pendant tout ce temps, Céline prenait ma place. Elle accompagnait les enfants à leurs activités. Elle organisait des sorties en famille. Elle postait des photos sur les réseaux sociaux, souriante, entourée de ma famille. Et Mathilde l'appelait « belle-mère ». Un soir, j'ai regardé mon reflet dans le miroir de ma salle de bain. J'ai vu une femme fatiguée, une femme qui s'était effacée peu à peu, une femme qui avait oublié comment dire non. J'ai pensé à ma mère, à toutes ces femmes de ma génération qui avaient sacrifié leur voix, leur colère, leur dignité pour maintenir la paix. Et je me suis demandé, jusqu'où allais-je accepter d'aller? La réponse est venue quelques semaines plus tard, au dîner. On dit que la vérité finit toujours par éclater. Mais avant cela, elle laisse des indices, de petits signes que l'on choisit d'ignorer jusqu'au jour où l'on ne peut plus. Pour moi, ce jour est arrivé 3 semaines avant le dîner. C'était un jeudi après-midi. J'étais passée chez Julien et Mathilde pour déposer des livres que j'avais achetés pour les enfants. Personne ne m'avait demandé de venir, mais j'avais pensé que ce serait une bonne surprise. Mathilde était au téléphone dans le jardin. Elle ne m'avait pas vue arriver. J'ai frappé à la porte. Pas de réponse. J'ai attendu quelques instants, puis j'ai décidé d'entrer. La porte n'était pas verrouillée. « Mathilde ? » ?»« C'est moi, Manon. » »« Rien. » Je suis entrée dans le salon. J'ai posé les livres sur la table basse. Et c'est là que je l'ai vue. Une photo, encadrée, posée bien en évidence sur la cheminée. Une photo de famille prise lors d'un week-end à la campagne. Julien, Mathilde, Chloé et Antoine. Tout le monde souriait. Ils étaient heureux. Et à côté d'eux, Philippe et Céline. 6 personnes. Une famille. Mais je n'y étais pas. J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai regardé autour de moi. Sur les étagères, sur les murs, toutes les anciennes photos, celles où j'apparaissais avec Julien, avec Mathilde, avec mes petits-enfants, avaient disparu. Remplacées par de nouvelles. Des nouvelles où Céline était présente. Céline avec les enfants. Céline avec Mathilde. Céline au centre de tout. J'ai entendu des pas derrière moi. Mathilde venait d'entrer dans le salon. Elle a eu un mouvement de surprise en me voyant. « Manon ? Je ne savais pas que tu passais. » J'ai montré la photo du doigt. Ma voix tremblait légèrement. « C'est récent ?» Elle a suivi mon regard. Un instant de gêne a traversé son visage. Puis elle a haussé les épaules. « Oui, on a passé un week-end chez des amis à Deauville le mois dernier. C'était très sympa. Je ne savais pas. On ne voulait pas t'embêter, Manon. On sait que tu n'aimes pas trop ces sorties mondaines. Ce n'était pas vrai. Je n'avais jamais dit cela. Mais je n'ai pas répondu. J'ai regardé à nouveau cette photo, cette famille reconstituée, cette nouvelle configuration où je n'avais plus ma place. Et les anciennes photos, celles où j'étais avec vous, Mathilde a détourné les yeux. On a fait du tri. On voulait quelque chose de plus actuel. Tu comprends ? Actuel. Comme si j'étais devenue obsolète. Je suis rentrée chez moi ce jour-là avec un poids immense dans la poitrine. Je me suis assise dans mon salon. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai parcouru les messages que Mathilde m'avait envoyés ces derniers mois. Des messages courts, distants, polis, mais froids. Puis j'ai regardé ses publications sur les réseaux sociaux. Photo après photo, je voyais la même chose. Une vie de famille dont j'étais exclue. Des sorties au musée avec Céline et les enfants. Des déjeuners de famille où tout le monde était présent. Sauf moi. Des légendes comme « tellement reconnaissante d'avoir une belle famille aussi formidable ». Et sous ces photos, des commentaires. Des amis de Mathilde qui écrivaient « Céline est tellement élégante, quelle chance d'avoir une belle-mère comme elle ». Personne ne parlait de moi. Personne ne se demandait où j'étais. J'avais été effacée. Non pas brutalement, mais lentement, méthodiquement.
Le soir même, j'ai retrouvé un vieux carnet. Un carnet où je notais autrefois mes pensées, mes réflexions, mes émotions. Je l'avais abandonné après mon divorce. Je m'étais dit que c'était inutile de ressasser le passé. Mais ce soir-là, j'ai eu besoin d'écrire. J'ai écrit ce que je ressentais, la douleur, l'humiliation, la colère que je n'osais pas exprimer. Je me suis occupée d'eux pendant des années. J'ai été là pour chaque moment difficile, chaque joie, chaque doute. J'ai donné mon temps, mon amour, mon appartement, mes clés. Et maintenant, on me remplace comme on change de décor. On m'efface comme une erreur. Mais je ne suis pas une erreur. Je suis leur mère, leur belle-mère, leur grand-mère, et je refuse de disparaître sans rien dire. Les larmes coulaient sur mes joues pendant que j'écrivais. Mais pour la première fois depuis des mois, je sentais quelque chose d'autre que de la tristesse. Je sentais une lueur de dignité retrouvée. 2 semaines plus tard, Mathilde m'a appelé pour m'inviter à ce dîner. « Manon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tous réunis. On aimerait t'inviter dimanche prochain. Avec Philippe et Céline, bien sûr. On pourrait passer un bon moment en famille. » J'aurais pu refuser, mais j'ai accepté, parce qu'une partie de moi voulait encore croire, voulait encore espérer qu'ils réaliseraient ce qu'ils étaient en train de faire, parce qu'une autre partie de moi savait déjà que ce dîner serait le moment de vérité. Le dimanche est arrivé trop vite. Je me suis levée tôt ce matin-là. J'ai choisi mes vêtements avec soin. Une robe en laine bleu marine, simple mais élégante, un collier de perles que ma mère m'avait offert pour mes 40 ans. Je voulais avoir l'air digne, calme, intouchable. Mais mes mains tremblaient en attachant le fermoir du collier. J'ai préparé le gigot pendant des heures. Je l'ai mariné dans du vin rouge, avec des herbes de Provence, de l'ail, du thym. J'ai épluché les pommes de terre une par une. J'ai mis la table comme pour un repas de fête. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que je voulais leur prouver que j'étais encore capable, que j'avais encore de la valeur, que je méritais encore d'être respectée. Ou peut-être parce que c'était la dernière fois. Ils sont arrivés vers 13h. Julien en premier, avec Mathilde et les enfants. Chloé m'a embrassée distraitement. Antoine était déjà sur son téléphone. « Bonjour mamie, ça sent bon. Merci mon chéri. » Mathilde est entrée sans vraiment me regarder. Elle portait une robe claire, des talons hauts. Elle avait l'air pressée, préoccupée. « Manon, tu as besoin d'aide en cuisine ? » ?»« Non, tout est prêt. Installe-toi. » Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers le salon. Puis, Philippe est arrivé. Avec Céline. Elle portait une robe crème, des lunettes de soleil Chanel, un sourire éclatant. Philippe, lui, avait toujours cette prestance, ce charme discret qui m'avait séduite il y a tant d'années. Il m'a embrassée sur les joues, machinalement. « Manon, merci de nous recevoir. »« De rien. Entrez. » Céline m'a tendu une bouteille de vin. « Pour vous, Manon. Un Bordeaux. Philippe dit que vous adorez ça. » J'ai pris la bouteille. J'ai souri. « C'est très gentil. Merci. » Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Philippe lui a parlé de moi, de mes goûts, de mes préférences, comme si j'étais un sujet de conversation anodin. Le repas a commencé calmement. Les enfants parlèrent de l'école. Julien racontait une anecdote sur son travail. Philippe évoquait un projet professionnel. J'écoutais, je souriais, je servais, mais je sentais la tension, comme une corde tendue à se rompre. À un moment, Céline s'est tournée vers Mathilde. « Au fait, Mathilde, tu as pensé aux vacances de Noël ? On aimerait vraiment emmener tout le monde à Méribel. Philippe a réservé un chalet pour 15 jours. Ce serait merveilleux, non ?» Mathilde a souri largement. « Oh, oui, les enfants seraient ravis. On adore skier. » Céline a continué, enthousiaste. « On pourrait tous passer Noël ensemble. Un vrai Noël en famille. Avec un grand sapin, des cadeaux, des soirées au coin du feu. Qu'est-ce que tu en dis, Julien ?» Julien a hoché la tête. « Ça me semble une excellente idée. » Personne ne m'avait regardé. Personne ne m'avait demandé si j'étais incluse dans ces plans. J'ai posé ma fourchette doucement. Et moi ? Le silence s'est abattu sur la table. Céline m'a regardée, surprise. « Vous, Manon ? » ?»« Oui. Est-ce que je suis invitée à ce Noël en famille ?» Un malaise palpable a envahi la pièce. Mathilde a échangé un regard rapide avec Julien. Philippe s'est éclairci la gorge. Céline, elle, a souri, poliment, comme on sourit à quelqu'un qui vient de commettre une maladresse. « Eh bien, Manon, le chalet n'est pas très grand. Il y a de la place pour nous, pour Julien, Mathilde et les enfants. » Mais elle n'a pas terminé sa phrase. Mathilde a pris le relais, d'une voix posée, presque condescendante. « Manon, tu sais que tu es toujours la bienvenue dans nos vies.
Mais on pensait que tu préférerais passer Noël tranquillement chez toi. Tu n'aimes pas trop les grands groupes, n'est-ce pas? Encore ce mensonge. J'ai senti la colère monter. Une colère sourde, profonde, que j'avais retenue pendant des mois. Je n'ai jamais dit cela. Mathilde a froncé les sourcils. Manon, ne dramatise pas. On essaie juste de s'organiser. De m'exclure, tu veux dire. Le ton de ma voix avait changé. Plus ferme, plus tranchant. Julien est intervenu, mal à l'aise. Maman, arrête. Personne ne t'exclut. J'ai ri. Un rire amer. Vraiment? Alors pourquoi je ne suis jamais invitée aux sorties? Pourquoi mes photos ont disparu de votre maison? Pourquoi personne ne m'appelle plus? Pourquoi je découvre vos projets de famille par hasard, dans vos conversations? Mathilde a soupiré, comme on soupire devant un enfant capricieux. Manon, tu es en train de te victimiser. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Me victimiser. J'ai regardé autour de la table. Philippe évitait mon regard. Céline semblait gênée, mais satisfaite au fond. Julien fixait son assiette. Les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait. Et Mathilde me regardait avec cette froideur polie, cette distance insupportable. J'ai pris une longue inspiration. Mathilde, je t'ai accueillie dans cette famille comme ma propre fille. Je t'ai soutenue dans les moments difficiles. Je t'ai donné mon temps, mon affection, mes conseils. J'étais là pour toi, quand personne d'autre ne l'était. Et maintenant, tu me remplaces comme on change de meuble. Elle a rougi légèrement, mais elle n'a pas baissé les yeux. Ce n'est pas une question de remplacement, Manon. C'est une question d'évolution. Les choses changent. Les familles évoluent. Céline fait partie de notre vie maintenant, et elle apporte quelque chose de différent, de plus moderne, de plus... Elle a hésité. De plus quoi? De plus actuel. Ce mot, encore, comme si j'étais un objet démodé, une relique du passé. C'est à ce moment-là que Mathilde a dit la phrase. Elle s'est tournée vers Céline. Elle a posé sa main sur la sienne, et elle a dit, d'une voix douce, presque tendre, « Vous savez, Céline, pour moi, c'est vous, ma vraie belle-mère. » Le temps s'est arrêté. J'ai senti mon cœur se figer dans ma poitrine. Céline a souri. Un sourire gêné, mais ravi. Philippe a hoché la tête, satisfait. Julien n'a rien dit. Et moi, je suis restée immobile. Mathilde a continué, comme si de rien n'était. Manon est quelqu'un de bien, bien sûr. Mais avec vous, Céline, c'est différent. Vous êtes moderne, vous nous comprenez. Vous ne jugez pas. Vous êtes plus en phase avec notre époque. J'aurais pu crier. J'aurais pu renverser la table. J'aurais pu dire tout ce que j'avais sur le cœur. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis levée calmement. J'ai posé ma serviette sur la table. Et j'ai dit, d'une voix parfaitement maîtrisée, « Excusez-moi, je vais chercher le dessert. » Je suis allée dans la cuisine. J'ai fermé la porte derrière moi. Et là, seule, j'ai laissé les larmes couler. Mais je ne suis pas effondrée. Non. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que de la tristesse. J'ai ressenti de la clarté. Une clarté froide, nette, implacable. Je venais de comprendre. Il ne m'aimait pas moins. Il ne m'avait pas oubliée. Il m'avait choisie pour être remplacée. Parce que j'étais trop discrète, trop effacée, trop silencieuse. Parce que je ne faisais pas de vagues. Parce que je ne réclamais rien. Et dans ce monde moderne, ne rien réclamer signifie ne rien mériter. Je me suis essuyé les yeux. J'ai redressé les épaules. J'ai pris la tarte tatin que j'avais préparée avec tant de soin. Et je suis retournée dans la salle à manger. J'ai servi le dessert en silence. Ils ont mangé, ils ont parlé, ils ont ri. Comme si rien ne s'était passé. Et moi, j'ai observé. J'ai observé cette famille que j'avais construite, nourrie, protégée pendant des années. Cette famille qui m'avait oubliée. Quand ils sont tous partis, quand la porte s'est refermée, je me suis assise dans l'entrée, le dos contre le mur, et j'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était aussi de la libération, parce que je venais de voir la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours le début de quelque chose. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était Mathilde. Et ce qu'elle allait me demander allait changer ma vie pour toujours. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un poids étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la tristesse. Pas exactement. C'était quelque chose de plus profond, de plus définitif. Comme si quelque chose s'était brisé en moi pendant la nuit. Quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé.
J'ai préparé mon café. Je me suis assise près de la fenêtre de mon salon, là où la lumière du matin entre doucement. J'ai regardé les toits de Paris, les pigeons, les cheminées, et j'ai pensé à cette phrase de Mathilde. Céline est ma vraie belle-mère. Vraie. Comme si moi, j'avais été fausse. Comme si toutes ces années n'avaient été qu'une illusion. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message de Julien. Maman, merci pour le dîner hier. C'était délicieux. On t'embrasse. J'ai regardé ce message pendant plusieurs minutes, froid, poli, distant, comme si rien ne s'était passé, comme si sa femme ne venait pas de me remplacer publiquement, devant toute la famille, sans qu'il ne dise un mot. J'ai posé le téléphone sans répondre. À 10 heures, mon téléphone a sonné. Mathilde. J'ai hésité. Ma main tremblait légèrement au-dessus de l'écran. Puis j'ai décroché. Oui? Manon? Bonjour, c'est Mathilde. Sa voix était douce, presque enjouée, comme si de rien n'était. Bonjour Mathilde. Écoute, je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'aurais besoin de te parler de quelque chose. J'ai attendu. Mon cœur battait trop fort. Je t'écoute. Elle a pris une inspiration. Voilà. Philippe et Céline viennent nous rendre visite le mois prochain. Ils vont rester quelques jours à Paris. Et tu sais comment c'est, les hôtels à Paris, c'est hors de prix et tellement impersonnel. On aimerait vraiment leur offrir un cadre plus chaleureux, plus authentique. J'ai senti quelque chose se glacer en moi. Oui? Alors, on a pensé... Enfin, je me suis dit que ton appartement dans le Marais serait parfait. Tu sais, celui que tu nous as montré il y a quelques années. C'est tellement charmant, tellement parisien. Céline adorerait. Le silence s'est installé. Elle a continué, comme si elle ne sentait pas le malaise. Bien sûr, on te le demanderait seulement si tu n'en as pas besoin toi-même. Je sais que tu n'y vas pas souvent en ce moment. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Ce serait vraiment un beau geste, et ça leur ferait tellement plaisir. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Elle me demandait les clés de mon refuge, de mon appartement, du seul endroit au monde qui m'appartenait vraiment, pour y loger eux, Philippe et Céline, la femme qui m'avait remplacée dans mon mariage. Et maintenant, dans ma famille. Manon, tu es toujours là? J'ai fermé les yeux. Oui, je suis là. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ce serait juste pour quelques jours, 4 ou 5 nuits maximum. On prendrait soin de tout, évidemment, et ça rendrait vraiment service. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu comprends, n'est-ce pas? Cette phrase que j'avais entendue toute ma vie, quand on me demandait de me taire, de m'effacer, de donner, de céder. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai ouvert les yeux, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose de différent en moi. Une force, une clarté, une dignité retrouvée. Mathilde. Oui? J'ai une question à te poser. Elle a hésité. Oui, bien sûr. Hier soir, quand tu as dit que Céline était ta vraie belle-mère, tu le pensais vraiment? Le silence s'est installé à l'autre bout du fil. Manon, ce n'était pas... Réponds-moi. Tu le pensais vraiment? Elle a soupiré. Un soupir d'agacement, de gêne. Manon, tu prends tout trop à cœur. C'était juste une façon de parler. Céline est très présente dans nos vies. Elle s'investit beaucoup. C'était juste un compliment. Un compliment. Oui. Et moi? Qu'est-ce que je suis pour toi, Mathilde? Elle a marqué une pause. Tu es la mère de Julien. Bien sûr. Mais, tu sais, Manon, les choses évoluent. Les relations changent. On ne peut pas rester figé dans le passé. Figé dans le passé. Comme si moi, j'étais le passé. Je vois. Alors, pour l'appartement, j'ai regardé par la fenêtre, les toits de Paris, les nuages qui passaient lentement. Et j'ai pensé à toutes ces années, à tout ce que j'avais donné, à tout ce que j'avais accepté, à tout ce que j'avais pardonné. J'avais pardonné à Philippe de m'avoir quitté pour une autre. J'avais pardonné à Julien de ne plus m'appeler. J'avais pardonné à Mathilde de m'effacer peu à peu. J'avais tout pardonné, parce que je croyais que c'était ça, l'amour, se sacrifier, s'oublier, donner sans jamais rien attendre en retour. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la disparition. J'ai pris une longue inspiration, et j'ai dit, d'une voix calme, parfaitement maîtrisée, « Les clés que tu veux, Mathilde, ce sont les mêmes que j'ai utilisées pour fermer le cycle avec vous tous. » Il y a eu un silence. Puis elle a répété, confuse, « Quoi? Je ne comprends pas. Je pense que tu comprends très bien. Manon, qu'est-ce que tu racontes? » J'ai senti les larmes monter.
Mais ma voix est restée ferme. Pendant des années, je t'ai ouvert ma porte, mon cœur, ma vie. Je t'ai accueillie comme ma propre fille. Je t'ai écoutée, conseillée, soutenue. Je t'ai donné mes clés, au sens propre comme au sens figuré, parce que je croyais que tu faisais partie de ma famille. Manon, Mais tu ne m'as jamais considérée comme ça, n'est-ce pas? Pour toi, j'étais juste pratique. Une belle-mère disponible quand tu avais besoin, une baby-sitter gratuite, une oreille compatissante. Mais dès que quelqu'un de plus intéressant est arrivé, quelqu'un de plus moderne, de plus actuel, tu m'as remplacée. Ilna, ce n'est pas vrai. Alors pourquoi mes photos ont disparu de ta maison? Pourquoi je ne suis plus invitée aux événements de famille? Pourquoi tu ne m'appelles plus? Pourquoi tu as dit, devant tout le monde, que Céline était ta vraie belle-mère? Elle ne répondait pas. Et maintenant, tu veux que je te prête mon appartement, mon refuge, le seul endroit qui m'appartient vraiment, pour y loger elle, la femme qui a pris ma place dans mon mariage, et maintenant dans ma famille. Manon, tu dramatises. Non, Mathilde, je ne dramatise pas, je vois enfin la vérité. Ma voix tremblait maintenant, mais je continuais. Ces clés, ce n'est pas juste un trousseau de métal, ce sont les clés de ma dignité, de mon respect, de ma place dans cette famille, et je ne les donnerai plus à personne qui ne les mérite pas. Manon, s'il te plaît, j'ai fermé la porte, Mathilde, avec ces mêmes clés, et je ne l'ouvrirai plus. J'ai entendu un sanglot à l'autre bout du fil. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Mais on est une famille. J'ai ri, un rire amer, douloureux. Une famille, c'est quand on se respecte, quand on se soutient, quand on ne remplace pas les gens comme on change de décor. Ce que tu as fait hier soir, Mathilde, ce n'était pas de la famille, c'était de la cruauté. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as fait. Elle pleurait maintenant. Je l'entendais renifler, chercher ses mots. Manon, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut en parler, on peut arranger les choses. Non, Mathilde, on ne peut pas, parce que tu ne vois toujours pas ce que tu as fait. Tu ne vois pas la douleur que tu as causée. Tu ne vois que ton besoin, ton confort, ton intérêt. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. Dis-moi une seule fois où tu m'as défendu. Une seule fois où tu as dit à Céline qu'elle ne pouvait pas prendre ma place. Une seule fois où tu as dit à Julien que ce n'était pas juste. Le silence. Un silence long, lourd, insupportable. Elle ne pouvait pas, parce qu'elle ne l'avait jamais fait. Manon. Sa voix était brisée maintenant, faible, suppliante. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je n'avais pas réalisé. C'est trop tard, Mathilde. Non, s'il te plaît. On peut réparer ça. Je te le promets. Je vais parler à Julien. Je vais remettre tes photos. Ce n'est pas une question de photos. C'est une question de respect. Et tu ne peux pas réparer ça avec des promesses. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai regardé le trousseau de clés posé sur ma table. Ces clés qui symbolisaient tant de choses. L'ouverture, la confiance, l'accueil. Et maintenant, la fermeture. Je veux que tu comprennes, Mathilde. Je veux que tu comprennes ce que tu as perdu. J'ai compris. Je te jure que j'ai compris. Non, pas encore. Mais tu comprendras. Un jour, elle pleurait. Elle suppliait. Elle me demandait de ne pas faire ça. Mais je ne pouvais plus reculer. Pas cette fois. Au revoir, Mathilde. Manon, attends. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai posé le téléphone sur la table. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de regret, mais de libération. Les jours suivants ont été étranges. Julien m'a appelé. Plusieurs fois. J'ai laissé sonner. Philippe m'a envoyé un message. Manon, Mathilde m'a raconté. Tu exagères. Elle voulait juste te demander un service. Je n'ai pas répondu. Les enfants m'ont envoyé des messages aussi. Des messages courts, maladroits. Mamie, pourquoi tu es fâchée contre maman? Je leur ai répondu calmement. Je ne suis pas fâchée, mon chéri. Je prends juste soin de moi. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courrier. Une lettre manuscrite de Mathilde. Elle s'excusait. Elle disait qu'elle avait réfléchi, qu'elle comprenait maintenant, qu'elle voulait réparer. Mais au bas de la lettre, elle avait écrit « Céline n'avait pas de mauvaises intentions, tu sais. Elle t'apprécie beaucoup. » J'ai froissé la lettre. Elle ne comprenait toujours pas. Ce n'était pas Céline le problème. C'était elle. C'était Julien. C'était Philippe. C'était cette famille qui m'avait oublié. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place?
Les semaines ont passé. Le silence s'est installé. Plus d'appels, plus de messages, plus d'invitations. J'étais seule. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'étais en paix. Parce que j'avais choisi ma dignité. Parce que j'avais refusé de disparaître. Et parce que je savais, au fond de moi, que la vie finirait par leur montrer ce qu'ils avaient perdu. La justice ne vient pas toujours de nous. Parfois, elle vient du temps. Les semaines qui ont suivi ce coup de téléphone ont été les plus étranges de ma vie. Non pas parce que j'étais seule. J'avais été seule pendant des mois, en réalité. Seule au milieu d'une famille qui ne me voyait plus. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, la solitude était un choix. Et dans ce choix, il y avait une forme de liberté que je n'avais jamais connue. Les premiers jours ont été difficiles, je ne vais pas mentir. Je me réveillais le matin et je regardais mon téléphone, espérant malgré moi un message, une excuse, un signe de reconnaissance. Mais rien ne venait. Julien n'appelait plus. Mathilde non plus. Philippe m'avait envoyé un dernier message, 1 semaine après notre conversation. « Manon, tu fais une montagne d'un rien. Mathilde est effondrée. Tu pourrais au moins faire un effort. Un effort. Comme si c'était moi qui devais faire des efforts. Comme si c'était moi qui devais m'excuser. » J'avais lu ce message plusieurs fois, puis je l'avais supprimé. Un après-midi, je suis allée à mon appartement du Marais. Je n'y étais pas retournée depuis plusieurs semaines. J'avais besoin de voir cet endroit, de toucher ces murs, de me rappeler pourquoi il était si important pour moi. J'ai grimpé les 4 étages lentement. Mes jambes me faisaient mal, mais je ne voulais pas m'arrêter. Quand j'ai ouvert la porte, l'odeur familière m'a envahi. Ce mélange de vieux bois, de livres anciens, de café froid. J'ai posé mon sac. J'ai traversé le salon. J'ai ouvert la fenêtre. L'air frais de Paris est entré doucement. Les bruits de la rue, les voix des passants, le claquement des talons sur les pavés. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai pris ma tasse en porcelaine blanche, celle des puces de Saint-Ouen, et je me suis préparé un thé. Et là, dans ce silence, dans cette solitude choisie, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, du calme. Un calme profond, apaisant, comme si, pour la première fois depuis des années, je pouvais enfin respirer. J'ai pris le trousseau de clés que Mathilde avait voulu. Ces clés qui symbolisaient tant de choses. Je les ai regardées longtemps. Le métal usé, les petites rayures, les traces du temps. Ces clés avaient ouvert des portes, elles avaient accueilli des gens, elles avaient créé des souvenirs, mais elles avaient aussi permis qu'on me piétine, qu'on me prenne pour acquise, qu'on m'efface. J'ai pensé à tous ces moments où j'avais dit oui, où j'avais cédé, où j'avais donné sans jamais rien demander en retour. Et j'ai compris quelque chose. La générosité, ce n'est pas donner à ceux qui ne respectent pas ce qu'on leur offre. La générosité, ce n'est pas s'oublier pour faire plaisir aux autres. La vraie générosité, c'est donner avec discernement. C'est savoir dire non. C'est protéger ce qui nous appartient. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Une décision que je n'aurais jamais cru capable de prendre quelques mois auparavant. J'ai décidé de vendre l'appartement. Non pas parce que je ne l'aimais plus, au contraire, mais parce que cet appartement était devenu un symbole de tout ce que j'avais partagé avec une famille qui ne me respectait plus. Et je ne voulais plus porter ce poids. J'ai contacté une agence immobilière le lendemain. Un jeune homme est venu visiter. Il a pris des photos. Il a évalué le bien. C'est un très bel appartement, Madame Delacroix. Avec l'emplacement, les poutres d'origine, la vue sur les toits, vous n'aurez aucun mal à le vendre. Je dirais 450 000 € facilement. J'ai hoché la tête. Parfait. Mettez-le en vente dès que possible. Il m'a regardé, surpris. Vous êtes sûr? Vous ne voulez pas réfléchir encore un peu? Non, je suis sûr. L'appartement a été vendu en 3 semaines. Un couple de jeunes trentenaires. Lui, architecte. Elle, photographe. Ils étaient amoureux, souriants, pleins de projets. Quand ils ont signé le compromis de vente, la jeune femme m'a dit « On va prendre soin de cet endroit, madame. On sent qu'il y a une belle énergie ici. » J'ai souri. Oui, il y en avait. Avec l'argent de la vente, j'ai fait plusieurs choses. D'abord, j'ai offert une donation à une association qui aide les femmes victimes de violences domestiques. 100 000 €, pour qu'elles puissent reconstruire leur vie. Pour qu'elles apprennent, elles aussi, à fermer les portes qui les blessent. Ensuite, j'ai acheté un petit studio dans le 15e arrondissement. Plus modeste, plus discret, mais rien qu'à moi. Un endroit que personne ne connaissait. Un endroit où personne ne viendrait me chercher. Et le reste, je l'ai mis de côté.
pour mes vieux jours, pour ma liberté, pour moi. Un matin, j'ai reçu un appel de Julien. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis presque 2 mois. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Maman. Sa voix était tendue, fatiguée. Bonjour Julien. Maman, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Il a pris une longue inspiration. Mathilde m'a dit ce qui s'est passé. Avec l'appartement, avec les clés, avec tout. J'ai attendu. Maman, je ne comprends pas. Pourquoi tu as réagi comme ça? C'était juste une demande. Mathilde voulait juste te rendre service. Me rendre service. J'ai fermé les yeux. Julien, me rendre service, ce serait de me respecter, de me considérer, de ne pas me remplacer par une autre femme devant toute la famille. Mais personne ne t'a remplacé. Si, maman, tu es en train de tout détruire pour une phrase malheureuse. Mathilde a dit ça sans réfléchir. Elle s'excuse. Elle veut qu'on se retrouve. Elle veut qu'on redevienne une famille. Une famille, Julien? Où étais-tu quand Mathilde a dit que Céline était sa vraie belle-mère? Qu'as-tu dit pour me défendre? Il est resté silencieux. Tu n'as rien dit? Tu as baissé les yeux. Tu as laissé faire. Je ne savais pas quoi dire. C'est bien le problème. Tu ne sais jamais quoi dire. Tu ne prends jamais position. Tu laisses tout le monde me piétiner. Et après, tu me demandes de pardonner. Maman, arrête. Tu n'es pas la seule à souffrir dans cette histoire. Mathilde pleure tous les soirs. Les enfants te réclament. Et moi, je suis coincée entre ma mère et ma femme. J'ai senti la colère monter. Coincée? Tu n'es pas coincé, Julien. Tu as fait un choix. Tu as choisi de ne rien dire, de ne rien faire. Et maintenant, tu veux que je porte la responsabilité de la douleur de tout le monde. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Il ne répondait pas. J'ai pris une longue inspiration. Julien, je t'aime. Tu es mon fils. Mais je ne peux plus accepter d'être traité comme une option, comme quelqu'un qu'on appelle quand ça arrange, comme quelqu'un qu'on efface quand quelqu'un de mieux arrive. Personne ne t'efface? Si. Et toi, tu l'as laissé faire. Il y a eu un long silence. Puis Julien a dit, d'une voix brisée, « Alors quoi? Tu nous abandonnes ?» Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Tu nous abandonnes. Comme si c'était moi qui les abandonnais. Comme si c'était moi qui avais créé cette distance. Non, Julien, je ne vous abandonne pas. Je me protège. Il y a une différence. Maman, j'ai passé ma vie à m'oublier pour vous, pour ton père, pour Mathilde, pour tout le monde. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? De l'invisibilité, du mépris, de la solitude. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. Prouve-moi que je compte encore pour vous. Prouve-moi que tu es capable de me défendre. Pas avec des mots, avec des actes. Il ne savait pas quoi dire. Quand tu seras prêt, Julien, tu sauras où me trouver. Mais ne me demande pas de revenir comme si de rien n'était. Parce que tout a changé. Et je ne reviendrai pas en arrière. Maman, s'il te plaît. Au revoir, Julien. J'ai raccroché. Et cette fois, je n'ai pas pleuré. Les mois ont passé. Noël est arrivé. Je l'ai passé seul dans mon nouveau studio. J'ai préparé un petit repas. J'ai écouté de la musique. J'ai lu un livre. C'était silencieux, calme, paisible. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti de vide. J'ai repris contact avec de vieilles amies. Des femmes que j'avais négligées pendant toutes ces années où je m'occupais de ma famille. Françoise, bien sûr, mais aussi Eliane, Claire, Geneviève. Nous avons recommencé à nous voir, à déjeuner ensemble, à parler, à rire. Elles m'ont raconté leurs propres histoires, leurs propres douleurs, leur propre renaissance. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas seule. Il y avait des milliers de femmes comme moi, des femmes qui avaient donné toute leur vie, qui avaient été effacées, qui avaient dû réapprendre à exister, et qui s'en étaient sorties. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Madame Delacroix ?»« Oui. Je m'appelle Sophie Marchand. Je suis journaliste au magazine Femmes d'aujourd'hui. J'écris un article sur les femmes de votre génération qui ont dû se reconstruire après avoir été mises de côté par leur famille. J'ai entendu parler de votre histoire par une amie commune. Est-ce que vous accepteriez de témoigner ? J'ai hésité. Pourquoi voulez-vous parler de moi ? Parce que votre histoire n'est pas unique, madame. Elle touche des milliers de femmes, et je pense qu'elle pourrait aider beaucoup de personnes à ouvrir les yeux. J'ai réfléchi pendant plusieurs jours, puis j'ai accepté. L'article est sorti 3 mois plus tard. Il racontait mon histoire, sans nom, sans détails identifiables, mais avec toute la vérité. Le titre disait «
Quand la famille efface, témoignage d'une femme qui a choisi sa dignité. L'article a eu un succès immense. Des centaines de femmes ont écrit à la rédaction. Des femmes qui avaient vécu la même chose, qui se sentaient enfin comprises, qui voulaient, elles aussi, choisir leur dignité. Et moi, j'ai compris que mon silence n'avait plus de sens, que ma douleur pouvait servir, que mon histoire pouvait aider. Un soir, j'ai ouvert mon carnet. Ce carnet où j'avais écrit ma douleur, ma colère, ma lucidité. Et j'ai écrit une dernière chose. J'ai fermé la porte, non par vengeance, non par colère, mais par amour pour moi-même, par respect pour celle que j'ai été, et par espoir pour celle que je deviendrai. La vie rendra justice, pas parce que je le souhaite, mais parce que c'est l'ordre naturel des choses. Ceux qui m'ont oublié comprendront un jour ce qu'ils ont perdu, pas par mes mots, mais par leur propre vide. Et j'ai attendu, non pas avec amertume, mais avec sérénité, parce que je savais que le temps ferait son œuvre. Le temps fait toujours son œuvre. On l'oublie souvent, surtout quand on souffre. On veut que justice soit faite immédiatement. On veut que ceux qui nous ont blessés comprennent, regrettent, s'excusent. Mais la vraie justice ne vient pas de nous. Elle vient du temps, de la vie, des conséquences naturelles de nos choix. Et cette justice-là, personne ne peut y échapper. Cela a commencé 1 an après notre rupture. J'étais dans un café du 6e arrondissement, en train de lire le journal, quand j'ai reçu un message de Françoise. « Manon, tu as vu les réseaux sociaux ?»« Non, pourquoi ?»« Regarde le profil de Mathilde. » J'ai hésité. Je n'avais plus consulté les réseaux sociaux depuis des mois. Je m'étais déconnectée de tout ce monde virtuel où les gens affichaient des vies parfaites qui n'existaient pas. Mais la curiosité a été plus forte. J'ai ouvert l'application. J'ai cherché le profil de Mathilde et j'ai vu une photo d'elle, seule, avec une légende. Parfois, on réalise trop tard la valeur de ce qu'on a perdu. Parfois, les regrets arrivent quand il est déjà trop tard pour réparer. Dans les commentaires, plusieurs personnes lui demandaient si tout allait bien. Elle ne répondait pas. J'ai continué à faire défiler son profil. Les photos joyeuses, les sorties en famille, avec Céline et Philippe, les week-ends à la montagne, tout cela avait disparu. Les dernières publications dataient de plusieurs mois, et elles étaient différentes, plus sombres, plus introspectives. 2 semaines plus tard, Françoise m'a appelée. « Manon, il faut que je te raconte quelque chose. »« Quoi donc ?» ?»« J'ai croisé une amie de Mathilde au marché ce matin. Claire Dufresne, tu te souviens d'elle ?»« Oui, vaguement. » Elle m'a raconté que Mathilde et Julien traversent une période très difficile. Apparemment, ils se disputent beaucoup. Et tout aurait commencé après ton départ. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après Claire, Mathilde a commencé à réaliser qu'elle avait perdu quelque chose d'important. Toi. Elle en parle souvent, apparemment. Elle dit qu'elle regrette, qu'elle aurait dû t'écouter, qu'elle aurait dû te défendre. Et Julien est perdu. Il ne sait plus quoi faire. Il se sent coupable, mais il ne sait pas comment réparer. Et Mathilde lui en veut de ne pas avoir pris ta défense à l'époque. J'ai fermé les yeux. Je ne ressentais pas de joie, pas de satisfaction, juste une tristesse profonde, parce que je savais que cette souffrance était évitable, parce que tout cela aurait pu être différent si seulement ils avaient ouvert les yeux plus tôt. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite, longue, plusieurs pages. C'était Mathilde. Je l'ai lue lentement, assise près de la fenêtre de mon nouveau studio. « Chère Manon, je ne sais pas si vous lirez cette lettre, je ne sais même pas si vous devriez, mais il faut que je l'écrive, parce que je dois vous dire ce que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. J'ai eu tort de vous traiter comme je l'ai fait. J'ai eu tort de vous effacer. J'ai eu tort de vous remplacer. J'ai eu tort de croire que Céline pouvait combler le vide que vous avez laissé, parce qu'elle ne l'a pas fait. Au début, c'était excitant, vous savez. Céline était nouvelle, moderne, intéressante. Elle apportait quelque chose de différent. Et j'ai cru que c'était mieux. J'ai cru que le changement était toujours positif. Mais j'avais tort. Ces derniers mois ont été difficiles. Céline elle est gentille, bien sûr, mais elle n'est pas vous. Elle ne me connaît pas comme vous me connaissiez. Elle ne me comprend pas. Elle ne m'écoute pas vraiment. Elle est là pour les bons moments, pour les dîners, les sorties, les photos. Mais quand j'ai besoin de parler, quand j'ai besoin d'un conseil, quand j'ai besoin de quelqu'un qui me connaisse vraiment, elle n'est pas là. Et c'est là que j'ai compris. C'est vous qui étiez là. C'est vous qui m'écoutiez. C'est vous
qui me souteniez, pas pour paraître bien, pas pour les apparences, mais parce que vous m'aimiez vraiment. Et moi, je vous ai jeté comme on jette un vieux meuble. Je me déteste pour ça, Manon. Je me déteste pour ce que je vous ai fait. Julien aussi a changé. Il ne dort plus. Il se sent coupable. Il dit qu'il aurait dû vous défendre, qu'il aurait dû dire quelque chose ce soir-là, au dîner. Mais il n'a pas su. Et maintenant, il ne sait plus comment réparer. Les enfants aussi vous réclament. Chloé m'a demandé l'autre jour « Pourquoi mamie ne vient plus nous voir ?» Et je n'ai pas su quoi répondre. Parce que la vérité, c'est que c'est de ma faute. Je sais que je n'ai pas le droit de vous demander pardon. Je sais que je ne mérite pas votre pardon. Mais je voulais que vous sachiez. J'ai compris. Trop tard peut-être, mais j'ai compris. Vous aviez raison. Ces clés que vous avez refusé de me donner, c'était plus que des clés. C'était votre dignité, votre respect. Et je n'avais pas le droit de vous demander de les sacrifier. Je ne vous demande pas de revenir. Je ne vous demande même pas de me pardonner. Je voulais juste que vous sachiez. Vous me manquez, terriblement. Avec tout mon respect et mes regrets, Mathilde. J'ai replié la lettre lentement. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas quoi ressentir. Le soir même, j'en ai parlé à Françoise. Elle te demande pardon, c'est déjà quelque chose, non? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui serait suffisant alors? J'ai réfléchi longtemps. Je ne sais pas. Peut-être que rien ne sera jamais suffisant, parce que certaines blessures ne guérissent pas complètement. Elles laissent des cicatrices. Tu vas lui répondre? Je ne sais pas, mais je n'ai pas eu besoin de répondre, parce que quelques semaines plus tard, j'ai appris autre chose. Philippe et Céline s'étaient séparés. Cela m'a été rapporté par Claire Dufresne, encore une fois. Elle adorait les potins. Mais cette fois, l'information était importante. Apparemment, Céline en avait assez. Elle a dit que Philippe était trop vieux, trop ennuyeux, trop... Trop quoi? Trop accroché à son passé. Elle voulait quelqu'un de plus jeune, de plus dynamique. Elle est partie avec un homme de 35 ans, un entrepreneur. J'ai eu un rire amer. Comme c'est ironique. N'est-ce pas? Philippe a fait exactement la même chose avec toi. Et maintenant, il se fait quitter de la même façon. La roue tourne. Toujours. Un mois plus tard, j'ai croisé Philippe dans la rue. C'était près de la rue de Rivoli. Je sortais d'une librairie. Il marchait seul, les mains dans les poches, le regard vide. Il m'a vu. Il s'est figé. Manon, Philippe, nous nous sommes regardés en silence pendant quelques secondes. Il avait vieilli. Beaucoup. Ses cheveux étaient les plus gris. Son visage était marqué. Ses yeux étaient éteints. « Comment vas-tu » a-t-il demandé. « Je vais bien. Et toi » Il a haussé les épaules. « Pas terrible. Tu as entendu, je suppose » Pour Céline. « Oui. » Il a ri. Un rire triste, sans joie. « Je suppose que je l'ai mérité. » Je n'ai rien dit. Il a continué, la voix brisée. « Je me rends compte maintenant de tout ce que j'ai perdu. Toi, notre famille. Julien me parle à peine. Mathilde m'en veut. Les enfants ne me voient presque plus. Philippe, non, laisse-moi finir. J'ai besoin de te dire ça. J'ai été un imbécile. J'ai cru que le changement, la nouveauté, la jeunesse, j'ai cru que c'était mieux. Mais ce n'était qu'une illusion. Il m'a regardé intensément. Toi, tu étais réel. Tu étais solide. Tu étais ce dont j'avais besoin. Et je ne l'ai compris que trop tard. J'ai senti une vague d'émotion monter en moi. Mais je suis resté calme. Philippe, je ne peux pas revenir en arrière. Et toi non plus. Ce qui est fait, est fait. Je sais. Mais je voulais que tu saches. Je regrette. Profondément. Je l'ai regardé partir, les épaules voûtées, la démarche lente. Cet homme qui m'avait quitté, qui m'avait remplacé, qui m'avait humilié. Cet homme qui payait maintenant le prix de ses choix. Et je n'ai ressenti ni joie, ni vengeance, ni satisfaction. Juste une forme de paix. Parce que je n'avais pas eu besoin de faire quoi que ce soit. La vie s'en était chargée. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un autre message. Cette fois, de Julien. « Maman, je sais que je n'ai pas été à la hauteur. Je sais que j'aurais dû te défendre. Je sais que j'aurais dû être là pour toi. Et je m'en veux tous les jours. Mathilde et moi, on traverse une période difficile. On réalise tout ce qu'on a perdu. Tout ce qu'on a gâché. Pas seulement toi, mais nous-mêmes aussi. On s'est perdu en te perdant. Si un jour tu peux nous pardonner, si un jour tu peux nous donner une seconde chance, on fera tout pour réparer. Je t'aime, maman. Et tu me manques. » J'ai lu ce message plusieurs fois. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Pas de tristesse,
Pas de colère, mais de soulagement, parce qu'ils avaient enfin compris. Mais je n'ai pas répondu tout de suite, parce que je savais que certaines leçons ont besoin de temps pour s'ancrer, parce que je savais que le pardon ne pouvait pas être donné à la légère, parce que je savais que je devais d'abord guérir complètement. Un soir, j'ai retrouvé mes amis. Françoise, Eliane, Claire, Geneviève. Nous avons dîné ensemble dans un petit restaurant du 5e arrondissement. À un moment, Eliane m'a demandé « Manon, tu vas leur répondre? À Mathilde? À Julien ?» J'ai réfléchi. Peut-être, un jour, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que je veux être sûre que leur regret est authentique, que ce n'est pas juste de la culpabilité passagère. Je veux être sûre qu'ils ont vraiment compris la leçon. Françoise a souri. Tu as raison. La dignité ne se négocie pas. Non, elle ne se négocie pas. Et pendant ce temps, la vie continuait. Céline, d'après ce que j'ai entendu, avait été quittée à son tour par son jeune entrepreneur. Il l'avait remplacée par une femme encore plus jeune. Elle était maintenant seule. Et selon Claire, elle regrettait amèrement d'avoir quitté Philippe. Mais Philippe ne voulait plus d'elle, parce qu'il avait compris, lui aussi, que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Mathilde avait perdu plusieurs amis. Des amis qui avaient appris comment elle m'avait traitée et qui avaient pris leur distance. On ne traite pas les gens comme ça, avait dit l'une d'elles. Et Mathilde se retrouvait maintenant isolée, comme elle m'avait isolée. Julien, lui, luttait avec sa propre conscience. Il passait des nuits blanches, il consultait un thérapeute. Il réalisait qu'en ne défendant pas sa mère, il avait trahi non seulement moi, mais aussi ses propres valeurs. Et cette prise de conscience était douloureuse. Je ne me réjouissais pas de leur souffrance. Je ne l'avais jamais souhaitée, mais je comprenais qu'elle était nécessaire. Parce que c'est dans la souffrance qu'on grandit. C'est dans la perte qu'on comprend la valeur de ce qu'on avait. La vie leur avait donné la leçon que je n'aurais jamais pu leur donner. Une leçon de karma, une leçon de justice naturelle. Un après-midi, assise dans mon studio, j'ai ouvert mon carnet. Et j'ai écrit « Elle m'avait traité de dramatique, d'excessive, de trop sensible. » Des années plus tard, j'ai entendu qu'elle pleurait la nuit, regrettant ce qu'elle avait perdu. Je n'ai ressenti ni joie, ni vengeance. Juste une profonde certitude. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. 2 ans ont passé depuis ce dîner. 2 ans depuis cette phrase qui a tout changé. 2 ans depuis que j'ai refermé la porte. Et aujourd'hui, assise dans mon petit studio du 15e arrondissement, je peux enfin dire « Je suis en paix ». La paix n'est pas venue facilement. Elle n'est pas arrivée du jour au lendemain, comme par magie. Elle est venue lentement, patiemment, au fil des mois. Elle est venue dans les matins où je me réveillais sans cette angoisse dans la poitrine, dans les après-midi où je lisais près de la fenêtre sans penser à eux, dans les soirs où je dînais seule sans ressentir de vide. La paix est venue quand j'ai compris que la solitude choisie vaut 1000 fois mieux que la compagnie qui vous efface. J'ai repris contact avec Julien, pas immédiatement, pas précipitamment, mais 6 mois après son dernier message, j'ai accepté de le voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café neutre, un endroit où nous n'avions pas de souvenirs. Il était nerveux, il avait les traits tirés, il avait maigri. Maman, Julien. Nous nous sommes assis face à face. Il a commencé à parler. Longuement, sans interruption. Il m'a raconté comment il avait réalisé son erreur, comment il s'en voulait de ne pas m'avoir défendu, comment il avait compris que son silence avait été une trahison. Je ne savais pas quoi dire, ce soir-là. J'étais paralysée. J'avais peur de créer un conflit. J'avais peur de choisir un camp. Et en ne choisissant pas, j'ai choisi le mauvais camp. J'ai écouté sans l'interrompre. Mathilde et moi, on a beaucoup parlé. On a même consulté un thérapeute de couple. Et on s'est rendu compte qu'en te perdant, on avait perdu notre équilibre. Tu étais le pilier de cette famille. Et on ne le voyait pas. Il avait les larmes aux yeux maintenant. Je suis désolée, maman. Profondément désolée. Je ne te demande pas de tout oublier. Je ne te demande même pas de revenir comme avant. Je veux juste que tu saches. J'ai compris. Et je ferai tout pour mériter à nouveau ta confiance. J'ai regardé mon fils. Cet homme de 43 ans qui pleurait devant moi comme un enfant. Et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ni colère, ni rancune, mais une forme de compassion, parce que je voyais qu'il avait vraiment changé, que sa douleur était réelle, que son regret était sincère. Julien, je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Ces 2 années m'ont transformée.
J'ai dû réapprendre à vivre, à me respecter, à poser des limites. Je sais, mais je peux te pardonner. Parce que tu as fait le travail, parce que tu as regardé ta part de responsabilité en face. Il a levé les yeux vers moi, plein d'espoir. Ça veut dire que je suis prête à reconstruire, lentement, avec des nouvelles bases, des bases saines. Il a fondu en larmes. Merci, maman, merci. Quelques semaines plus tard, j'ai accepté de voir Mathilde. Elle aussi avait changé. Elle était plus humble, plus silencieuse, plus réfléchie. Nous nous sommes vus dans un parc. Elle était assise sur un banc, les mains jointes, le regard perdu. Quand elle m'a vue arriver, elle s'est levée. Manon, Mathilde. Nous nous sommes assises, côte à côte, en silence, pendant plusieurs minutes. Puis elle a parlé. Je ne sais pas par où commencer. Commence par le commencement. Elle a pris une longue inspiration. J'ai été aveugle. J'ai été cruelle. J'ai été injuste. J'ai cru que modernité signifiait rejet du passé. J'ai cru que nouveauté signifiait progrès. Mais je me trompais. Elle s'est tournée vers moi. Vous étiez là, toujours, dans les bons moments comme dans les mauvais. Vous m'avez soutenu quand personne d'autre ne le faisait. Et moi, je vous ai jeté, comme on jette quelque chose d'inutile. Ses larmes coulaient maintenant. Céline était excitante, nouvelle, mais elle n'était pas vous. Elle ne vous arrivait pas à la cheville. Parce que vous m'aimiez vraiment. Pas pour paraître bien, pas pour les apparences, mais sincèrement. Mathilde, non, laissez-moi finir. J'ai besoin de vous dire ça. Ces 2 années sans vous ont été les pires de ma vie. J'ai réalisé que je n'avais pas seulement perdu une belle-mère, j'avais perdu une mère. Elle sanglotait maintenant. Ma propre mère est morte quand j'avais 20 ans. Et vous avez comblé ce vide. Vous avez été là. Et moi, je vous ai trahi. J'ai posé ma main sur la sienne. Mathilde, je ne vais pas te mentir. Tu m'as blessée, profondément. Cette phrase que tu as dite ce soir-là, elle m'a brisée. Je sais. Mais je vois que tu as compris. Je vois que tu as changé. Et ça compte. Elle a relevé la tête, les yeux rougis. Est-ce qu'un jour, vous pourrez me pardonner? Je peux te pardonner, Mathilde, mais les choses ne seront plus comme avant. Je sais. Il faudra du temps. Il faudra de la patience. Il faudra des actes, pas seulement des mots. Je ferai tout ce qu'il faut. Je vous le promets. Au fil des mois, nous avons reconstruit. Lentement, prudemment. J'ai recommencé à voir les enfants. Chloé et Antoine. Ils avaient grandi. Chloé avait maintenant 14 ans. Antoine, 12. Quand je les ai revus pour la première fois, Chloé s'est jetée dans mes bras. « Mamie, tu m'as tellement manqué. » Antoine, plus réservé, m'a serré la main. Puis il a murmuré « Pourquoi tu es partie, mamie ?» J'ai posé ma main sur sa joue. « Je ne suis pas partie, mon chéri. J'ai juste pris soin de moi. Parfois, les adultes ont besoin de faire ça. Mais tu reviens maintenant ? » Oui, je reviens. Différemment. Mais je reviens. Avec Julien et Mathilde, nous avons établi de nouvelles règles. Des règles claires, des limites saines. Je ne serai plus la grand-mère corvéable à merci, celle qu'on appelle en dernière minute pour garder les enfants. Je ne serai plus celle qu'on invite par politesse. Je serai respectée, considérée, valorisée. Et s'ils manquaient à ces règles, je me retirerai à nouveau. Sans culpabilité. Ils ont accepté, et ils ont tenu parole. Philippe, je l'ai revu aussi. Une seule fois. C'était à l'anniversaire de Chloé. Il était là, seul, dans un coin. Il m'a vu. Il s'est approché timidement. « Manon, Philippe, tu es radieuse. » J'ai souri. « Je vais bien, oui. » Il a baissé les yeux. « Je suis content pour toi. Vraiment, tu mérites d'être heureuse. Merci. » Il a hésité, puis a ajouté « Je voulais te dire, j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. Tu étais ce dont j'avais besoin. Et je t'ai perdu. Philippe, le passé est le passé. Je te souhaite de trouver ta paix, comme j'ai trouvé la mienne. » Il a hoché la tête. Nous ne sommes pas redevenus amis. Nous ne le serons jamais. Mais il y avait une forme de clôture, une acceptation mutuelle. Céline, je ne l'ai jamais revue. D'après ce que j'ai entendu, elle avait quitté Paris. Elle vivait maintenant dans le sud, seule, travaillant comme consultante indépendante. Elle avait compris, elle aussi, que la jeunesse et la modernité ne remplacent pas l'authenticité et la profondeur. Mais elle avait compris trop tard. Aujourd'hui, à 79 ans, je peux regarder en arrière et dire « Cette épreuve m'a transformée.
Elle m'a appris à me respecter. Elle m'a appris à poser des limites. Elle m'a appris que l'amour sans dignité n'est pas de l'amour. Elle m'a appris que parfois, il faut fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Je vois mes petits-enfants régulièrement maintenant, mais à mes conditions. Je dîne avec Julien et Mathilde une fois par mois. Mais je ne fais plus de concessions sur mon respect. J'ai retrouvé mes amis, j'ai découvert de nouveaux loisirs, j'ai voyagé, j'ai vécu. Un soir, Chloé m'a demandé « Mamie, tu es heureuse maintenant ?» J'ai réfléchi. « Oui, ma chérie, je suis heureuse, même après tout ce qui s'est passé, surtout après tout ce qui s'est passé. » Elle m'a regardée, intriguée. Pourquoi? Parce que j'ai appris quelque chose de très important. Quoi? Que la vie nous enseigne toujours ce que nous avons besoin d'apprendre, parfois par la douleur, parfois par la perte, mais toujours avec une raison. Et c'est vrai. Cette épreuve m'a appris que je valais plus que ce que je croyais. Elle m'a appris que je méritais d'être respectée. Elle m'a appris que fermer des portes n'est pas un échec. C'est un acte de courage. Aujourd'hui, assise dans mon studio, je regarde ces fameuses clés. Elles sont toujours là, accrochées près de la porte. Mais elles ne symbolisent plus la douleur. Elles symbolisent la liberté. La liberté de dire non. La liberté de partir. La liberté de choisir. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si elle aide une seule personne à comprendre qu'elle mérite mieux, qu'elle vaut plus, qu'elle peut choisir sa dignité, alors je n'aurai pas souffert pour rien. Parce que nos histoires ne nous appartiennent pas seulement. Elles appartiennent aussi à celles et ceux qui ont besoin de les entendre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.